Je m'appelle Emmanuelle Vidal-Petiot, donc je travaille en physiologie ici. Et c'est une séance qui va avoir deux versants. D'abord, une plus grosse partie où je vais faire un topo très aussi simple que possible sur l'hypokaliémie. Je vais faire une visite à Bichat ce matin avec 4 internes qui arrivent dans des chambres et qui sont confrontés à une kaliémie basse. Et on va voir comment ils vont faire. Mais je vais commencer par un petit topo un peu didactique. D'abord, des rappels sur l'hypokaliémie. Attends, peut-être qu'on met comme ça. D'accord. On met ton truc. Ouais, ça. Et moi, ouais, moi aussi. Donc, d'abord, une introduction avec des rappels sur l'homéostasie du potassium. Donc, très simplement, mais il faut déjà avoir compris ça. Ce carré-là, il schématise le corps humain et plus exactement les compartiments liquidiens du corps humain. Dans le corps, on a 60% d'eau. Il y en a un tiers qui est dans le secteur extracellulaire. Et le secteur extracellulaire, donc ce carré-là, il schématise toute la partie circulante et tout le liquide interstitiel dans lequel baignent nos cellules. Et donc, ce grand carré-là, c'est les 2 tiers d'eau qui sont à l'intérieur des cellules, représentés comme une grosse cellule. Et tout le principe, s'agissant du potassium, c'est que quand on dit kaliémie, la concentration de potassium dans le secteur extracellulaire, elle est entre 3,5 et 5, donc elle est maintenue et régulée très basse, alors qu'à l'intérieur des cellules, il y a beaucoup de potassium, environ 30 fois plus. Et donc, ce gradient de concentration, il coûte de l'énergie et pour le générer, on utilise la NAK-ATPase qui a la membrane de toutes les cellules et qui, moyennant de l'énergie, va mettre contre son gradient de concentration du potassium à l'intérieur des cellules. C'est quoi l'importance de ça? C'est que du coup, le potassium qui est concentré à l'intérieur n'a qu'une envie, c'est de ressortir. Et il se trouve que la membrane plasmique, elle a à l'intérieur, dans la bicouche lipidique, il y a des canaux de fuite qui ont une petite perméabilité au potassium. Et du coup, comme le potassium est très concentré à l'intérieur, il va avoir envie de ressortir. Il va le faire un petit peu. Et ce faisant, du coup, comme c'est positif, le potassium, ça va charger la membrane qui va être négative à l'intérieur et positive à l'extérieur. Et ça va donc créer ce qu'on appelle le potentiel de membrane, ou potentiel de repos quand on parle d'une cellule excitable. Résultat, si on a un problème avec la concentration de potassium, on va avoir un retentissement sur le potentiel de repos et donc un risque létal via les cellules excitables. Exemple, s'il n'y a pas assez de potassium, du coup, le potassium va avoir encore plus envie de sortir des cellules et du coup, on va hyperpolariser la membrane avec des conséquences sur le cœur et les muscles. Et pareil, inversement, s'il y a trop de potassium, à ce moment-là, on dépolarise la membrane avec des conséquences, notamment sur les cœurs et les muscles. Pourquoi? Parce que c'est des cellules excitables. Donc, si on perturbe le potentiel de repos, on perturbe l'excitabilité. Ce qui est très important, et ça c'est pareil avec tous les troubles ioniques, c'est une hypokaliémie est d'autant plus menaçante qu'elle est profonde, qu'elle est d'installation rapide, ça c'est crucial, et bien sûr en fonction du terrain, fragilité du patient. Donc, c'est quoi la kaliémie idéale? En tout cas, les études épidémiologiques nous font dire que entre 4 et 5 millimoles par litre, si on surveille les patients, c'est le minimum de mortalité au cours du suivi. C'est pas bon d'être en dessous. Alors, vous voyez, pas de 3,5 qui est la norme. C'est pas bon d'être en dessous de 4 et c'est pas bon d'être au-dessus de 5. Mais il y a très peu de patients qui sont au-dessus de 5 et il y a énormément de patients qui sont en dessous de 4. Alors, c'est quoi l'enjeu de l'homéostasie du potassium? L'enjeu, donc, je reprends ce que j'ai expliqué, 4 millimoles par litre ici, 120 ici, dans donc les secteurs extracellulaires, comme j'ai dit, 60% du poids du corps, si vous faites le calcul, un tiers dans le secteur extracellulaire, en fait, ça fait 14 litres. 14 litres de liquide extracellulaire avec 4 millimoles, ça fait à peu près un total de potassium dans tout le secteur extracellulaire de 60 millimoles en tout. D'accord? À l'intérieur, c'est plutôt 3500 millimoles. Résultat, si on prend un repas un peu riche en potassium, fruits et légumes, on va dire qu'on mange 70 millimoles de potassium en un repas. On n'absorbe pas tout, il y en a un petit peu qui part dans les selles, on va en absorber 60 millimoles. Où est le problème?
Le problème, c'est que si j'ajoute 60 millimoles à 60 millimoles, les mathématiques simples me font passer de 4 à 8 millimoles de kaliémie. Et donc, chaque repas est létal, ce qui est fâcheux. D'où l'intérêt de l'homéostasie. Et qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Eh bien, en urgence, la solution qu'on a développée, c'est qu'on va aller cacher très, très, très vite ce potassium qui est arrivé à l'intérieur des cellules. C'est la seule chose qu'on peut faire en urgence extrême face à un repas. Et donc, dans les minutes qui suivent un repas, on va aller planquer ces 60 millimoles de potassium à l'intérieur des cellules parce que 60 millimoles sur 3400, ce n'est pas un problème pour le coup. Donc, ça nous permet de survivre. Et qu'est-ce qui nous permet, donc là, des figues, par exemple, c'est riche en potassium, qu'est-ce qui nous permet de faire rentrer ce potassium à l'intérieur des cellules? Ben, on utilise cette fameuse NAK-ATPase que j'ai déjà présentée. On la stimule après un repas pour faire rentrer le potassium dans les cellules. Et ça, c'est médié, en gros, par l'augmentation de kaliémie, qui fait libérer de l'aldostérone et de l'adrénaline, qui font entrer le potassium. L'insuline, vous savez tous, la fameuse recette insuline G30 pour traiter cette fois-ci une hypercalémie. Donc, le but, c'est de faire rentrer le potassium dans les cellules avec de l'insuline. Donc, j'ai switché ma diapositive. Qu'est-ce que j'ai fiché? Tu as touché l'écran. Donc, l'insuline fait rentrer le potassium dans les cellules. C'est physiologique, mais tous ces processus sont également utilisés en pathologie et en thérapeutique pour réagir notamment face à une hypercalémie. Et puis, les fruits et légumes sont aussi riches en bicarbonate qui fait rentrer le potassium dans les cellules. Donc voilà, tous ces mécanismes sont responsables de transfert intracellulaire de potassium. Et tant qu'on y est au passage, retenez une chose, il y a aussi une influence de pH extracellulaire sur les transferts de potassium. Il faut le retenir exactement comme si ça se passait comme ça, que des protons étaient échangés contre des potassiums. Ce n'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça revient exactement à ça. Et donc, acidose, je fais sortir du potassium des cellules. Alcalose, le potassium va rentrer des cellules. Et dans les cellules, c'est important dans plein de situations pathologiques. Donc, si vous vous rappelez comme ça, ce sera utile. On ne peut pas à l'infini aller planquer notre potassium comme ça, repas après repas dans les cellules. Donc, il va quand même falloir, à un moment, s'en débarrasser pour revenir à l'état initial. Et ça, il faut lui laisser un peu le temps, mais c'est le job du rein qui va donc aller faire sortir nos 60 millimoles de potassium pour, à la millimole près, revenir à l'état d'équilibre. Donc, le rein, comment fait-il pour se débarrasser du potassium qu'on a mangé? Donc, cette fois-ci, je vais revenir à une homéostasie sur 24 heures. Donc, je vais prendre un exemple où on a mangé 100 millimoles, absorbé 90. C'est les apports recommandés par l'OMS. Donc, je prends ça comme exemple. On aurait mangé 90 millimoles dans la journée et donc le rein doit obligatoirement faire ressortir 90 millimoles. 90 qui rentrent, 90 qui sortent. Alors, comment va faire le rein? Bon, le potassium, petit électrolyte en suspension dans le plasma, il va être filtré librement. Comme on filtre 180 litres par jour de plasma, c'est le 120 millilitres minute par jour, ça fait 180 litres. Ça fait 720 millimoles par jour de potassium filtré au niveau du glomérule. Quoi que vous fassiez, on va réabsorber 65 plus 25, 90% dans les premiers segments. Ce qui fait que quand on arrive dans la partie bleue ici, qui est la dernière partie du néphron, le canal collecteur, on est au tout départ de cette dernière partie à 10%. C'est-à-dire qu'il nous reste 10% de ce qu'on a filtré dans l'urine à ce niveau-là. Donc, il nous reste 72 millimoles. Si le but, c'est de se débarrasser de 90 millimoles, le segment bleu, il faut qu'il sécrète du potassium pour qu'on se débarrasse de nos 90 millimoles. OK, donc dans ce cas-là, on va sécréter un autre 2,5% pour arriver à 12,5% par rapport à ce qui a été filtré, qui est excrété, et on assure l'homéostasie. Maintenant, si on se met à manger extrêmement peu de potassium, donc j'ai pris un exemple, 20 millimoles, on absorbe 14 millimoles, et bien d'une manière ou d'une autre, il faut que le rein ne fasse sortir que 14 millimoles. Et du coup, puisque là, on a dit qu'on était arrivé à 72, quoi qu'il arrive, cette fois-ci, il ne faut pas qu'il sécrète dans la lumière, il ne faut pas qu'il rajoute du potassium dans l'urine, le rein, il faut qu'il continue de réabsorber du potassium au maximum, 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 mais il ne sait pas réabsorber tout. Le mieux qu'il peut faire, c'est descendre jusqu'à une sortie de 14 millimoles de potassium.
Donc, si vous mangez 0,0,0 potassium, vous allez réussir à dépasser les capacités du rein et à vous mettre en hypokaliémie. Mais bon, ça fait quand même pas beaucoup, 14 millimoles, on est capable de s'adapter à ça. Donc, s'il y a besoin, on réabsorbe à fond pour laisser sortir le moins de potassium possible dans l'urine. Et du coup, l'homéostasie du potassium, bah, c'est très simple. Il faut choisir entre réabsorption et sécrétion en fonction des besoins, c'est-à-dire en fonction des apports qu'on a eus. Et le tout est régulé. Au centre de cette régulation, c'est l'aldostérone. Donc l'aldostérone, elle est fabriquée par les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins. Pour mémoire, les glandes surrénales, il y a deux zones, la zone centrale médulaire et la zone corticale. Et la zone qui nous intéresse, c'est la zone la plus périphérique, qui est glomérulée, la zone glomérulée. Ça, c'est une cellule de la zone glomérulée qui exprime le gène de l'aldostérone synthase, sous le contrôle de quoi? De l'angio-2, ce n'est pas le sujet du jour, de la kaliémie. Quand la kaliémie augmente, on fait de l'aldostérone synthase. Quand la kaliémie augmente, on fait de l'aldostérone synthase. Ça tombe bien parce que l'aldostérone arrive au niveau de ce segment bleu dont on parle depuis tout à l'heure, le canal collecteur cortical. Et dans ce segment bleu, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette cellule qui s'appelle la cellule principale, dans laquelle il y a le récepteur à l'aldostérone. MR, ça veut dire minéralocorticoïde récepteur. Donc, l'aldostérone, hormone stéroïde, elle traverse la membrane, elle rentre dans la cellule, elle se lie au MR. Le tout va activer le gène qui notamment permet de fabriquer des unités ici d'un canal qui s'appelle INAC. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que du coup, quand il y a une hypercalémie, on fait de l'aldostérone. L'aldostérone se lie au MR et active INAC qui permet, ici c'est la lumière urinaire, ici c'est le sang, qui permet donc de réabsorber du sodium. Alors comme ça, on ne voit pas trop l'intérêt, parce que je viens de vous dire que le problème, c'est une hyperkaliémie. Mais en fait, en réabsorbant ce sodium, qui est donc un cation, on va rendre la lumière urinaire plus négative, parce qu'on a enlevé un cation tout seul de la lumière. Et comme le potassium, c'est une charge positive, eh ben, plus la lumière, vous voyez là ce gradient de voltage, plus INAC fonctionne. Quand INAC fonctionne, c'est comme si on rechargeait une batterie. On rend la lumière négative et ça donne envie au potassium de sortir. C'est la force motrice de sécrétion du potassium, ce gradient de voltage transépithélial généré par la réabsorption de sodium par INAC. Donc, hypercalémie, aldostérone, je réabsorbe du sodium, la lumière devient négative, ça fait sécréter du potassium et je me débarrasse donc du potassium qui est en trop puisque j'ai une hyperkaliémie. Voilà. Et donc l'aldostérone, c'est la principale hormone qui permet de réguler comme ça la kaliémie. Quand la kaliémie augmente, quand l'aldostérone augmente, la kaliurèse augmente. Et par ailleurs, la kaliémie elle-même, c'est très bien fait, directement est un stimulus de la sécrétion d'aldostérone. Vous avez ici la kaliurèse en fonction de la kaliémie. Il y a une relation directe. C'est juste que cette relation, elle est d'autant plus pentue que vous avez de l'aldostérone. Si vous êtes dans la situation inverse et que vous n'avez pas assez de potassium, pas manger de potassium ou une hypocalémie, en tout cas, il faut garder le potassium à l'intérieur des cellules, et bien là, dans ce cas-là, la seule façon qu'a ce segment bleu de réabsorber du potassium, c'est de faire appel à la cellule d'à côté qui s'appelle la cellule intercalaire et qui est armée d'un échangeur proton-potassium qui va réabsorber le potassium, puisque là, c'est ça qu'on veut faire. Et ça, c'est directement stimulé par l'hypocalémie. Voilà, donc c'est comme ça que marche l'homéostasie du potassium. Version un peu plus compliquée, il se trouve aussi qu'il y a d'autres canaux qui sont activés par le flux. Donc, quand il y a un flux très important dans l'urine de fluide tubulaire, il y a encore plus une sécrétion de potassium. Et plus vous avez de débit de sodium délivré ici en regard de ce segment bleu, plus vous allez nourrir INAC et plus vous allez perdre de potassium. C'est un autre facteur. Donc voilà, au final, l'homéostasie du potassium repose sur la capacité du rein à faire de la réabsorption ou de la sécrétion selon les besoins. On fait de la réabsorption quand on est en hypocalémie ou en régime pauvre en potassium et de la sécrétion quand on est en hypercalémie ou en régime riche en potassium. Donc maintenant, on applique ça. Donc on commence par la visite en urologie. C'est les chirurgiens qui se lèvent les premiers, donc c'est eux qui commencent. Une patiente de 62 ans, une hospite programmée. Elle n'a pas beaucoup d'antécédents, une HTA équilibrée sous amlodipine hydrochlorothiazide.
Et elle a vu l'anesthésiste il y a 15 jours. Dans son courrier, on voit qu'il a vu un ionogramme sanguin qui était normal. Et pourtant, son ionogramme d'entrée en hospice vous montre une calémie à 3,2 millimoles par litre. OK, alors, kaliémie 3,2 millimoles par litre. Première chose que vous vous dites, est-ce que la kaliurèse est adaptée? Et avec ce que je vous ai dit, c'est facile, je vous ai expliqué que quand on est en hypocalémie, le rein, il va réabsorber au maximum du potassium. Il n'est pas capable de faire zéro, il est capable de descendre jusqu'à 14 millimoles par jour. Donc, une kaliurèse adaptée, si on prend un tout petit peu de marge par rapport à ce 14, c'est une kaliurèse inférieure à 20 millimoles par jour. Ça, c'est si vous avez les urines de 24 heures. C'est rarement le cas. Si vous avez un échantillon, vous vous servez du fait que la créatinine urinaire, globalement, c'est 10 millimoles par jour, pour faire potassium sur créate. Si c'est inférieur à 2, le rein réagit de manière adaptée. Mais par contre, si la kaliurèse reste élevée, soit sur les 24 heures, soit sur un iono, c'est une kaliurèse inadaptée, puisque le rein serait capable normalement de faire mieux que ça. Donc, elle a une kaliurèse ici. J'ai fait un code couleur assez simple puisque j'ai fait le pipi en jaune et le sang en rouge. La kaliurèse, elle est à 32 millimoles par litre pour une créate à 8. 32 divisé par 8, ça fait 4. Et donc, c'est inadapté. Donc, OK, jusque-là, sans des trucs trop compliqués, enfin un iono quand même, on est arrivé à savoir que c'est par fuite rénale qu'elle a cette hypokaliémie. Et donc, on fait alors, pardon. Et j'ai mis en gras ici dans le magnésium. Alors, pourquoi j'ai mis le magnésium? Parce qu'il faut toujours penser à regarder le magnésium quand on a une hypokaliémie. Et pourquoi? Parce qu'il y a une petite subtilité plus dans ce schéma qui est que, ah, qui est que une hypomagnésémie, et plus exactement un taux de magnésium bas à l'intérieur des cellules, ça active ROMCA. Ça le rend beaucoup plus perméable au potassium. Donc, si le magnésium est bas, ça va accentuer une fuite de potassium. Si vous avez une hypocalémie, il faut commencer à se demander si ce n'est pas favorisé par une hypomagnésémie qui augmenterait la perméabilité de ROMCA. Pardon, c'est pas ça que je voulais. Donc ça, c'était ça. Alors, notre patiente, elle a une hypocalémie, ce n'est pas un problème de magnésium, une fuite rénale, et on a quand même remarqué, parce que je l'ai mis en gras, donc c'est un bon indice, qu'elle a de l'hydrochlorothiazide. Donc, on se demande ce que fait l'hydrochlorothiazide. Et alors là, du coup, désolé, donc je vous ai laissé le segment bleu, mais j'ai dû mettre les cellules des autres segments du néphron. Et notamment, celui qui est inhibé par l'hydrochlorothiazide, c'est le petit segment vert ici, tubule contourné distal, c'est celui juste avant le bleu. Et alors, l'hydrochlorothiazide, il inhibe le transport de sodium et de chlore. Alors, où est le rapport avec le potassium? A priori, comme ça, c'est pas évident que les thiazidiques donnent une hypocalémie. Pourquoi? Parce que si dans le segment vert, vous réabsorbez plus de sodium, ça donne beaucoup plus de sodium à réabsorber par INAC. Et si INAC, il a beaucoup plus de sodium à réabsorber, ça, du coup, fonctionnellement, ça fait fonctionner ROMCA et ça fait ce canal potassique ici et ça fait donc sécréter du potassium. Donc, les diurétiques thiazidiques, c'est une cause évidente d'hypocalémie et c'est donc ce qu'avait tout simplement cette patiente. Je bloque ici la réabsorption de sodium, j'en ai donc plus pour INAC. Ce gradient de voltage transépithélial devient un peu plus marqué, la lumière est négative, le cation potassium sort, j'ai une hypocalémie. Et alors, pourquoi l'anesthésiste avait trouvé un ionogramme normal et vous trouvez, juste pour vous embêter, une hypocalémie? Eh ben, il y a des biochimistes dans la salle, donc je parle sous contrôle, mais en fait, en ville, la calémie est environ 0,5 à 0,6 millimoles supérieure à ce qu'elle est à l'hôpital pour deux raisons. D'abord, à l'hôpital, on dose sur plasma et en ville sur sérum, et la calémie est plus élevée sur sérum. Et ensuite, le délai d'analyse est bien supérieur en ville. Or, comme on a expliqué que le potassium, il est contenu à l'intérieur des cellules, si vous lui laissez un peu de temps pour ressortir des cellules, notamment des hématies, eh bien, ça augmente. Et donc, elle avait probablement 3,8, 3,9 en ville et 3,2 à l'hôpital. Si vous faites gaffe aux ionos de vos patients qui rentrent, c'est systématique. Vous verrez que c'est comme ça à chaque fois.
Alors, pendant ce temps-là, l'interne d'orthopédie arrive et dans la nuit est arrivé un jeune homme de 20 ans qui a fait un vol plané à vélo, s'est fracturé le coude et qu'il faut opérer urgence fonctionnelle. Il faut l'opérer rapidement et pas de bol pour l'interne d'orthopédie parce que la calémie de notre jeune homme, elle est à 2,4 millimoles par litre. Encore moins de bol pour l'anesthésiste, avec des ondes T plates, une onde U, là, vous voyez, hop, cette onde T qui fait 2 vagues. Donc, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Bon, l'anesthésiste l'a bourré de potassium, c'était une urgence, il a été opéré. Et là, on a quand même appelé les explorations fonctionnelles. Qu'est-ce que vous voyez que la taille des ionos quand on passe aux explorations fonctionnelles? On ne peut pas s'empêcher de doser un tas de trucs. Mais en vrai, on n'a pas besoin d'un tas de trucs. Donc, ce jeune homme, il passe aux explorations fonctionnelles. On comprend qu'il a comme antécédent un retard pondéral modéré dans l'enfance. Il n'a pas de trouble du comportement alimentaire. Hein, on pense toujours dans une hypocalémie. Il a des crampes, ça c'est le symptôme de l'hypocalémie. Et pour cause, il a encore 2,4. Ça a rechuté au moment où il vient chez nous aux explorations fonctionnelles. Donc, pour vous guider, j'ai mis en gras 2,4 de calémie. Alors, pour le coup, lui, il a une franche hypomagnésémie à 0,54. Et maintenant que vous savez regarder très rapidement, le potassium dans les urines, 31 pour 10, un ratio K sur créate à 3. Et dans les urines de 24 heures, 55 millimoles par 24 heures. Nous, on fait tout un tas d'autres formules compliquées, mais il n'y en a pas besoin pour dire que c'est clairement une fuite rénale de potassium. Il n'y a aucun doute. Donc, hypocalémie. Si la caliurèse était adaptée, j'irais chercher du côté du tube digestif ou du transfert, ce n'est pas le problème. Si la caliurèse est inadaptée, je regarde d'abord le magnésium. Il a une hypomagnésémie qu'il va falloir corriger, mais à elle seule, expliquer 2,4, on n'y croit pas trop. Donc, on continue quand même sur notre arbre décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait face à une caliurèse inadaptée? Eh ben, on commence par regarder la pression artérielle. Si elle est normale ou basse, et lui, il avait 107,60 à 20 ans, avec d'ailleurs une stimulation de la rénine. Donc, clairement, il était du côté pression artérielle normale ou basse. On verra tout à l'heure l'hypertension artérielle. Et bien là, vous regardez l'état acido-basique. Une acidose, c'est rarissime, c'est des petits cas de tubulopathie qu'on appelle le néphro. Une alcalose, c'est hyper fréquent. C'est soit les diurétiques, exactement ce qu'on aurait observé, elle avait une alcalose avec le cas numéro 1, soit cirrhose, insuffisance cardiaque, c'est clairement pas le problème là, soit des tubulopathies, c'est-à-dire que le tubule rénal est malade et effectivement, ce patient, il avait un tableau typique, donc il avait 20 ans, c'est découvert fortuitement, il n'y a aucun facteur intercurrent qui l'a généré, il n'a pas de pathologie, on fait très vite la génétique, qui nous donne sans surprise un syndrome de Gitelman. Qu'est-ce que c'est un syndrome de Gitelman? Ben, c'est tout simple, c'est exactement le diurétique thiazidique, mais en maladie génétique. Donc il a la même chose que la dame, mais en un peu plus cogné, parce que le syndrome de Gitelman, vraiment, NCC ne fonctionne pas. Le sodium n'est pas réabsorbé par NCC, tout le boulot revient à INAC, donc il y a une hypocalémie. Alors en plus, ils ont une hypomagnésémie par ailleurs, parce qu'il y a aussi du magnésium réabsorbé dans cette cellule. Et du coup, il faut recharger le magnésium et le potassium. Bon, pour l'anecdote, ce jeune patient a annoncé à Martin Flamand 1 an après qu'il partait faire un séjour au Pérou avec des plantes purgatives pour je ne sais plus quoi. Et on a dû appeler quand même la cellule juridique de la PHP pour voir ce qu'il fallait marquer dans le courrier parce qu'il aurait vraiment pu mourir, mais les gens sont très solides, il a survécu. Ça, c'est un peu de révélation plutôt par rapport à une mort subie. Non, fortuit. Non, mais d'habitude. Bizarrement, il tolère très très bien cette hypocalémie qui est chronique. Enfin, il avait des crampes, mais et le plus souvent, le Gitelman fortuit. Tu peux tomber dessus à 50 ans. Ouais. Alors, ensuite, pardon, voilà. Donc lui, il part au Pérou et il survit. Pendant ce temps-là, en néphrologie, alors, pour le coup, là, j'ai pris exactement une vraie histoire au mot près et à l'année près. Du coup, cette histoire, elle date de 2019. 27 ans, un peu de cannabis, un peu de cocaïne. Elle s'est fait les ligaments croisés. Elle a 27 ans, mais elle a 2 enfants de 10 et 13 ans. Bref, on est en 2019. En 2016, lors de sa 2e grossesse, on lui diagnostique une hypertension. On la met sous l'oxène.
qu'elle arrête. Elle se souvient juste d'avoir eu des crampes épouvantables en postpartum, puis elle arrête de se faire surveiller. Ça dure comme ça tient 3 ans, jusqu'à ce que vraiment ces crampes deviennent trop pénibles. Elle va voir son médecin traitant qui fait une kaliémie qui est à 1,9 millimol par litre. Elle fait 3 jours de réanimation et elle va en néphro. Et alors, les néphrologues font, donc en réanimation, elle avait donc une kaliémie à 1,9, une petite rhabdomyolyse, une hypertension. Il la recharge, elle monte en néphro, et les néphrologues font ce qu'on a dit tout à l'heure, ils donnent du potassium. Et ils donnent du potassium tant que ça peut. IV, Péros, 7 jours plus tard, 2,2 de kaliémie. Donc là, ils nous appellent. Et en fait, quand vous avez une hypocalémie profonde, si vous remplissez une carafe qui a un trou, vous n'y arriverez pas. Il faut mettre un bouchon dans le trou de la carafe. Si vous remplissez un truc qui fuit, ça ne marche pas. Et du coup, il faut boucher la fuite de potassium. Quand vous avez des hypocalémies comme ça, vous pouvez regarder le NEU, mais je vous garantis que c'est une fuite rénale, toujours, quand c'est aussi sévère que ça. Et comment on fait pour boucher la fuite? Eh bien, on a 2 solutions. Une solution qui agit très très vite, qui est de bloquer INAC par le modamide, amyloride. Une solution qui est un peu plus lente, qui est la spironolactone. Que vous bloquiez le récepteur minéralocorticoïde ou directement INAC, si INAC ne fonctionne plus, vous sécrétez plus de potassium. On a vu depuis le début que c'est couplé. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on donne du modamide. C'est direct. Hein. Vous mettez un bouchon sur... En 2 jours, elle avait corrigé sa calémie. On continue de remplir. Hein. Mais si vous avez bouché la fuite, ça marche très bien. Donc, on a donné du modamide et on a corrigé son hypocalémie. Alors, quelques petites recettes. D'abord, il faut savoir que, étant donné qu'il y a 30 fois plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules, quand on a perdu 1 millimol par litre de kaliémie, donc si on est passé de 4,2 à 3,2, le déficit global dans l'organisme, il est environ à 400 millimol par litre, millimol en tout. Ce qui veut dire 30 grammes de KCl, 50 comprimés d'Ifuca. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que si en plus ça continue de fuir, vous en avez vraiment pour longtemps avant de corriger cette fuite de potassium. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, si vous voulez vérifier si votre patient il prend bien le potassium que vous lui donnez, sachez que 1 gramme de KCl, donc on a comme comprimé pour donner du potassium, c'est marqué là-bas, soit du Diffuca, mais ce n'est pas génial parce qu'il n'y a que 600 mg dans le Diffuca. Beaucoup mieux le Caléoride, qui existe en 600 mg, aucun intérêt, mais surtout qui existe en 1000 mg. Donc, donner du Caléoride 1000, les comprimés sont beaucoup plus petits et c'est quasiment 2 fois plus dosé. Donc, dans un Caléoride 1000, si vous voulez vérifier si le patient le prend, ça doit faire dans les urines 13 millimoles de potassium. Donc, dans vos iono-urinaires, si vous voulez vérifier si le patient prend le Caléoride que vous lui donnez ou le Diffuca, 1 gramme de KCl, c'est 13 millimoles de potassium. Et donc, pour corriger une hypocalémie, il faut penser au versant étiologique. Et donc, il faut bloquer la fuite rénale par des diurétiques épargneurs de potassium. S'il y a un diurétique hypocalémiant, évidemment qu'il faut l'arrêter. S'il y a une cause, on va voir, il faut traiter la cause éventuelle qu'on a trouvée. Et le traitement symptomatique, les grandes règles, c'est que sur une voie veineuse centrale, en réa, elle a eu une VVC, hein, la patiente, on peut aller jusqu'à 1 gramme par heure. Sur une voie périphérique, par contre, attention, un débit faible, une solution pas trop concentrée. Et puis, Péros, donc je vous dis, vous avez soit le sirop, qui peut être utile chez des sujets âgés, ou le KCl, le Diffuca. Attention, corrigez toujours une hypomagnésémie. Résultat, il lui donne du modamide et 3 jours après, elle rentre à la maison. Et on ne trouve rien de mieux à faire que de dire, très bien, on va l'explorer aux explorations fonctionnelles, on va la mettre sous traitement neutre. Oups, traitement neutre, donc on lui donne 6 caléorides 1000 par jour. Un peu d'Amlor, elle a une hypertension à 158,93 et elle a d'autres kaliémies. On n'a pas fait un coup de génie là. Donc, elle l'a bien toléré parce qu'elle était entre guillemets habituée. Encore que là, c'est dangereux parce qu'elle a chuté quand même assez vite. Elle avait un ECG pathologique. Donc, elle arrive à 2 de kaliémie. Et la kaliurèse entourée en rouge là-bas, 72 millimoles par 24 heures. OK. Cette dame, elle a une hypocalémie par fuite rénale. Mais cette fois-ci, on s'oriente dans l'arbre diagnostique sur pression artérielle élevée. Pression artérielle élevée, je dois doser rénine et aldostérone. OK, je le fais. La rénine, elle est basse. L'aldostérone, elle est très élevée. Ça, c'est dans le sang. Et dans les urines, l'aldostéronurie est très élevée.
il n'y a pas trop de suspense diagnostique. J'ai une rénine basse, une aldostérone élevée. Ça, c'est la case, ça s'appelle un hyperaldostéronisme primaire. Et il y a de rarissimes formes génétiques, et sinon, c'est soit un adénome de cône, soit une hyperplasie bilatérale des surrénales. Et je ne sais pas si vous êtes de fin radiologue, mais vous apercevez ici le corps de la surrénale droite, ici un gros nodule et ici le petit bout de la surrénale. Donc, elle a un gros nodule de la surrénale droite. La surrénale gauche, on l'aperçoit ici, elle est toute fine. Et donc, l'adénome de cône, c'est quoi? C'est sur la surrénale, vous avez un nodule qui fabrique de manière autonomisée, non régulée, de l'aldostérone. L'aldostérone se lie à son récepteur dans le canal collecteur cortical, dans cette fameuse cellule principale. Ça fait réabsorber du sodium. Du coup, hypertension. Ce qui est caché derrière le truc, là, c'est marqué hypertension. Donc, ça fait sécréter du potassium, toujours l'histoire de notre lumière négative. Donc, ça fait une HTA hypokaliémique. Et si vous regardez bien, il y a toujours une alcalose métabolique avec, parce qu'il se trouve que dans la cellule d'à côté, il y a une H plus ATPase qui est aussi stimulée par le récepteur myénérocorticoïde. Donc, si vous sécrétez des protons, ça fait une alcalose. D'accord? Et donc, l'adénome de cône, HTA avec une alcalose hypokaliémique. Véridique, on la stabilise enfin sous aldactone 75 Amlor 5 et elle souhaite différer un peu, parce qu'elle était fantaisiste cette dame, sa chirurgie. Et un jour, elle arrive en consulte, je vivrai toujours cet instant, elle m'explique qu'elle a vu son médecin traitant qui n'avait pas ouvert mon courrier, qui a trouvé bon de lui changer son aldactone parce qu'elle avait des troubles des règles. Et elle me pose sur la table une boîte de Bipreterax. Donc, le biprétarax, ça vous fait peut-être pas. Moi, j'ai vraiment sauté un battement cardiaque, ça a été terrible. Le 2,5, c'est 2,5 mg d'indapamide. C'est un équivalent de thiazidique le plus puissant qu'on possède dans la pharmacopée en France. Il lui a bloqué totalement NCC. Je suis devenue livide, j'ai fait faire une calémie, 1,8. Elle est repartie en réanimation, retour à la case départ. Là, pour le coup, elle a failli y passer parce que elle s'est installée très vite, cette hypocalémie, d'une normocaliémie, mais elle s'en est sortie. Bon, ça, c'était son ECG. C'est la première fois que je fais consultation, réanimation. J'espère que ça ne me réarrivera pas. Aux expos fonctionnels, ça n'arrive pas très souvent. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Bon, bah, on l'a opéré et je vous mets la photo de son adénome de cône coupé en deux, le sien, vraiment, envoyé par l'anapathe. Et elle avait plus de traitement, une pression artérielle à 119,77, une calémie normale. Cette patiente est guérie. Et en 3 minutes, l'interne d'urologie, je crois que c'est le dernier cas, oui, l'interne d'urologie continue sa visite. C'est lui qui avait soigné la patiente qui avait son hydrochlorothiazide. Chambre d'après, alcoolique sevré de 58 ans, il faut lui enlever une tumorectomie partielle, enfin une néphrectomie partielle pour un petit tumeur du rein droit. Merde, 3 ans de calémie. Il est servi l'interne d'urologie et en plus, ils ne sont pas dans la pièce. Donc, et donc, 3-1 et une hypertension artérielle. Alors maintenant, on sait bien donc une hypokaliémie. Au passage, vous voyez l'alcalose et la fuite rénale de potassium. OK. Alors, je suis en rouge sur la caliurèse inadaptée. Le magnésium est normal. Je regarde la pression artérielle, elle est élevée. OK, je dois doser les réninaldo. Je dose les réninaldo, rénine basse, aldo urinaire effondré. Donc, rénine basse, aldo basse. Donc, ça porte un nom. Vous avez l'impression qu'il y a un hyperaldo primaire, sauf que l'aldostérone, elle est effondrée. Et ça s'appelle le pseudo-hyperaldostéronisme. C'est comme s'il y avait un hyperaldostéronisme, mais ce n'est pas le cas. Et le pseudo-hyperaldostéronisme, HTA, hypocalémie, rénine basse, aldo basse, il faut décortiquer à nouveau cette cellule pour y comprendre quelque chose. Il y a, en fait, c'est pas dur, c'est pas l'aldostérone qui est coupable. Il y a une activation soit du MR, soit de INAC direct. D'accord? Donc, soit c'est des mutations génétiques qui activent le INAC, qui activent le MR, ou alors un autre minéralocorticoïde.
parmi lesquels le cortisol, qui à forte concentration peut activer le MR, un autre minéralocorticoïde qui vient activer le MR. Donc, OK, on se demande si c'est une forme génétique, mais il a 58 ans et il avait une calémie normale avant. On ne retient pas. Glucocorticoïde, il n'en prend pas. Syndrome de Cushing, il n'a pas la tête. Bloc de la stéroïdogénèse, médicaments qui font faire des minéralocorticoïdes, il ne prend rien. Un bloc enzymatique, ce n'est pas congénital chez lui. Et donc, quel est notre coupable? La réglisse. Et en effet, cet alcoolique sevré, c'est un grand classique. Pour compenser, il boit du Ricard sans alcool, du pastis sans alcool, c'est bourré de réglisse. Où est le problème? La réglisse. Alors, le récepteur minéralocorticoïde, il est activé normalement par l'aldostérone. Il y a un autre stéroïde qui circule et qui est 1000 fois plus concentré que l'aldostérone dans le corps, c'est le cortisol. Si vous regardez les unités de vos dosages, picomol, nanomol, le cortisol, il y en a 1000 fois plus que l'aldostérone. Ben, figurez-vous qu'il a exactement la même affinité pour le récepteur minéralocorticoïde. Donc, pourquoi est-ce que l'aldostérone a le moindre rôle? Parce que dans cette cellule, il y a une enzyme qui s'appelle la 11-bêta-HSD2 et qui en permanence se charge de transformer le cortisol en cortisone, qui est inactive. Et donc, en buvant son pastis sans alcool, là, bourré de glycyrrhizine, de réglisse, c'est venu inhiber la 11-bêta-HSD2. Du coup, il ne peut plus inactiver son cortisol et le cortisol est allé activer le MR. Donc, grand classique. Il suffit donc de lui faire arrêter ça. C'est un pseudo-hyperaldostéronisme qu'il avait. Dernière diapositive, vous les aurez. Donc, ça, c'est l'arbre décisionnel complet devant une hypocalémie. Et toute dernière, avant de passer la parole à Justine, ça, c'est juste pour vous rappeler. Donc, les diurétiques en salle, c'est utile. Il y en a deux qui font augmenter la calémie. C'est ceux qui bloquent directement notre segment bleu. Comme on ne réabsorbe pas de sodium à ce niveau-là, on a plutôt tendance à monter la calémie. Et si vous inhibez la réabsorption de sodium n'importe où en amont, n'importe où, vous aurez plus de sodium pour INAC, ce sera hypocalémiant. Et plus vous êtes près d'INAC, pire c'est. Donc, si vous bloquez là, ça donne plus d'hypocalémique. Si vous bloquez en lance de Henle, si vous bloquez en proximal. Mais tous, thiazidiques, comme furosémide, comme les inhibiteurs de GLT2, ont une tendance, mais de moins en moins marquée, plus on est loin d'INAC. Parce que si vous êtes là, vous avez quand même tous les autres segments qui amortissent une partie du boulot, vous voyez. Eux, ils vont avoir tendance à donner une hypocalémie. Donc ça, c'est simple, mais il faut quand même s'en rappeler. C'est utile. Et donc, sur ce, pour rester un peu dans la philosophie de la FHU, où il y a de la clinique et il y a de la recherche, je passe la parole à Justine, qui en quelques minutes va juste vous donner un petit aperçu. Qu'est-ce que ça voudrait dire de faire de la recherche en régulation du potassium, en homéostasie du potassium? Justine est thésarde au Centre de recherche des Cordeliers. Il y a juste quelques diapos que je vais sauter puisque tu as très bien présenté le sujet. Donc nous, il y a quelques années au laboratoire, on a mis des souris sous régime déplété en potassium, donc elles ne mangent pas du tout de potassium. Et là, c'est l'ARN messager que vous voyez. Et en fait, après 3 jours de régime déplété en potassium, on a vu que l'expression de GDF15 était augmentée. Donc GDF15, c'est un facteur de croissance qui intervient dans plein de processus. Mais donc, quelques années plus tard, donc une vingtaine d'années, puisque c'est en 2023, ils ont montré que GDF15, en fait, était nécessaire à la prolifération des cellules intercalaires de type A. Donc, elles sont dans le tubule, dans le segment bleu que Emmanuel vous a présenté, et elles réabsorbent le potassium via la pompe HKT-PAS de type 2. Et donc, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'en absence de GDF15, on perdait la prolifération des cellules intercalaires de type A, et donc on ne pouvait pas réabsorber de potassium. Donc ça, c'est dans une hypocalémie d'origine extra-rénale, puisqu'on supprime les apports en potassium. Donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'hypocalémie est rénale? Et donc nous, on a décidé de l'illustrer par l'hyperaldostéronisme primaire, donc chez la souris. Et donc pour développer la maladie, on a injecté en intramusculaire de la DOCP, donc c'est désoxycocorticostérone pivalate, un analogue de l'aldostérone.
Et donc, on a placé les souris en cage à métabolisme à plusieurs temps post-injection pour récupérer les urines. On a aussi dosé la kaliémie, le potassium urinaire et également le potassium au niveau du muscle. Et enfin, on a réalisé une immunofluorescence sur les médulaires externes du canal collecteur. Donc ici, c'est une photo de l'OMCD microdisséqué et juste en dessous, une IF. Donc si on passe au... Ah oui, là, c'est juste les matériels et méthodes qu'on utilise. Puisque, en fait, comme l'aldostérone, la DOC va induire une rétention sodique qui elle-même induit une rétention hydrique. Et donc, en fait, on est capable de mesurer la rétention hydrique. Donc, on mesure le fluide extracellulaire chez la souris. Donc, en fait, l'animal est vigile. On va le mettre dans un petit tube qu'on introduit dans le TDNMR. Donc, c'est la mèche. Et en moins d'une minute, 1 minute 30, on a la mesure du fluide extracellulaire et aussi des masses maigres et des masses grasses. Ici, c'est juste une cage à métabolisme. Donc, en fait, c'est 2 socles. Et par un système de séparation, on peut récupérer les urines et les fesses. Donc là, c'est pour un seul animal. Sinon, les animaux sont en cage multiple. Ici, vous avez l'hypoc, où là, ça va mesurer les gaz du sang. Et donc, en fait, l'échantillon, il est prélevé en rétro-orbital chez les animaux. Donc, c'est un petit volume, c'est 90 microlitres, mais au final, ce n'est pas négligeable par rapport au volume sanguin total des souris, qui sont à 1,5, si je ne me trompe pas, à peu près. 2. OK. Donc voilà, on a aussi les électrolytes, les métabolites. Et enfin, le photomètre de flamme qui nous permet d'analyser les échantillons urinaires et aussi le muscle pour doser le potassium. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est qu'après 1 jour post-injection, on a bien l'augmentation significative du fluide extracellulaire, donc l'injection est validée. Je retrouve une hypocalémie chez mes animaux qui s'accompagne par une augmentation significative de la kaliurèse et une diminution significative de la natriurèse. Donc, en ce qui concerne la kaliémie, on voit que les animaux wild type, donc les points verts, on a une kaliémie qui diminue drastiquement parce que, je vous l'ai montré, à J1, elles sont hypocalémiques. Et en fait, elles ont un retour au-dessus de 3,5 entre J9 et J16, alors que les animaux GDF15 KO, à J16, elles sont encore hypocalémiques. Et donc, du coup, on a 2 hypothèses pour expliquer cette différence. Donc, d'abord avec le muscle et ensuite avec la prolifération cellulaire. Donc, on a dosé le potassium dans le muscle. Donc, en fait, le muscle, il est juste broyé dans de l'eau. Ensuite, on va l'incuber pendant 24 heures avec un acide pour que les débris cellulaires se retrouvent dans le culot. Et on dose le surnageant avec le photomètre de flamme. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en condition contrôle, j'ai autant de potassium dans le muscle chez les wild type et chez les animaux GDF15 KO. En revanche, chez les animaux GDF15 KO, à J16, elles ont beaucoup moins de potassium dans leur muscle. Donc, on a l'implication de la balance interne chez les GDF15 KO. En ce qui concerne la prolifération cellulaire, donc ici, c'est une reconstitution 3D d'une médulaire externe du canal collecteur et on a marqué AE1 qui est exprimé par la membrane apicale de ces cellules. Et donc, du coup, ce qu'on remarque, c'est que uniquement chez les souris wild type, on a une augmentation significative du pourcentage de cellules intercalaires de type A. Et donc, ça, c'est médié par GDF15 puisque chez les souris GDF15 KO, je perds cette prolifération. Donc, aussi en hypocalémie d'origine rénale, je retrouve la prolifération des cellules intercalaires de type A médiées par GDF15. Donc ça, c'est chez la souris, mais qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai accès à des échantillons urinaires et plasmatiques de patients atteints d'hyperaldostéronisme primaire, de candidats au don du Rhin et d'individus après traitement. Donc, les échantillons sont collectés ici par la professeure Emmanuelle Vidal-Petiot. Et donc, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'on a bien une augmentation significative de GDF15 dans les urines des patients et aussi au niveau du plasma. Donc, c'est plutôt en accord avec ce qu'on a vu chez les animaux. Donc là, c'était une présentation rapide de mon sujet de thèse, mais le potassium, il est plutôt bien étudié au laboratoire, donc dans différents contextes. Donc, on regarde l'influence du rythme circadien sur le potassium, la restriction alimentaire, donc avec le papier de 2023 que je vous ai présenté, la relation potassium-hypertension et aussi potassium-progestérone. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Dans tous tes cas, tu nous as montré un ionogramme urinaire. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive de gérer des hypokaliémies sans faire de ionogramme urinaire? Ce qui en pratique clinique, est-ce que c'est une mauvaise pratique? Ouais, non, quand même, c'est bien d'avoir un ionogramme urinaire. Après, toute hypocalémie un peu profonde, prolongée, c'est toujours une fuite rénale. Et puis, le contexte des on ne sait pas, nerfs, soit c'est une origine digestive, un contexte un peu évident, une diarrhée profuse,
Ou alors, c'est les transferts, et typiquement le traitement insuline G5 ou, par exemple, quand tu traites une crise d'asthme avec des bêta-2 agonistes qui font rentrer. Il y a un contexte qui fait que c'est pas très difficile de penser tout de suite à la cause. Mais nous, on fait des ionogrammes urinaires. Ça, c'est sûr. On peut se satisfaire d'un ionogramme urinaire sur échantillon. Oui, c'est tout l'intérêt de rapporter à la créate, donc NAK créate. Et au passage, si votre problème, c'est pas du potassium, mais une hyponatrémie, mettez l'urée dans l'ionogramme urinaire. Et si vous le souhaitez, je voudrais expliquer pourquoi la prochaine fois. Moi, j'ai une autre question pratique. Tu nous as montré l'homéostasie du potassium, ça fonctionne très bien. Ouais. On est toujours inquiet en tant que clinicien quand on met des thiazidiques en consultation, etc. On fait des ionos. Ouais. Est-ce qu'il faut faire confiance à l'homéostasie du potassium ou est-ce qu'il faut systématiquement contrôler un iono à chaque fois qu'on... Il faut absolument contrôler un iono entre 1 et 4 semaines après l'introduction des bloqueurs du SRA et des diurétiques, quels qu'ils soient, parce que l'homéostasie du potassium, tu la perturbes. Donc, tu ne peux plus lui faire confiance. Et donc, il faut absolument, effectivement, faire un iono entre 1 et 4 semaines après l'introduction d'un thiazidique. Et ta kaliémie va toujours baisser. Tu n'auras pas forcément une hypokaliémie, mais elle va baisser. Des questions? Merci pour la présentation. Du coup, c'est par rapport à quand on est en clinique, effectivement, on va être parfois les personnes qui vont dépister ces hypocalémies. Et en fait, à quel moment, finalement, on peut se retrouver à passer la main, et typiquement, à partir du moment où pour oser doser l'aldostérone et l'hormone, je ne me rends pas compte s'il y a des besoins de conditions cliniques spécifiques, d'arrêt de traitement. En fait, ça vaut toujours le coup en salle de les prélever ce qu'on appelle à la volée, c'est-à-dire le matin avec le bilan du matin. Parce que si tu as quelque chose d'un petit peu caricatural, tu n'as vraiment pas besoin de faire des choses très subtiles. Donc, oubliez les histoires de debout, couché, en salle, à la volée. Et donc, vous avez 3 cras ici à Bishop, vous couchez demi-assis. En gros, le patient était dans son fauteuil ou dans son lit le matin lors de la prise de sang. Réninaldo avec le iono, avec tout. Et vous le faites. Parce que ça reviendra 7 à 10 jours plus tard et on sera bien content de les avoir quand après en consultation. Alors, si vraiment on n'arrive pas à trancher, on pourra faire quelque chose de plus propre. Mais bien souvent, ça va être très franc quand même. Okay, voilà. Donc, donc oui, vous pouvez absolument. Problème de potassium, vous prélevez Réninaldo avec le bilan du lendemain. Justement, par rapport à ça, en ce qui concerne l'arrêt des traitements interférents avec le dosage de réninaldostérone. Alors non, en salle, vous ne faites pas ça. De toute façon, vous devrez arrêter 15 jours. Donc, oui. Donc vous ne le faites pas, en l'occurrence, et vous laissez des traitements interférents. Surtout, vous ne faites pas ça, parce qu'en plus, si jamais vous mettez le patient sous traitement dit neutre et qu'il y a un loupé dans ensuite la programmation de son épreuve, là, vous le mettez vraiment en danger. Donc celui qui le mettrait éventuellement sous traitement neutre, c'est vraiment, il faut que ce soit hyper coordonné avec l'exploration, pas qu'il y ait de risque que le patient reste 1 mois et demi sous traitement neutre alors qu'il a une fuite de potassium. Donc non, vous ne mettez pas sous traitement neutre. Vous prélevez comme vous faites, comme vous pouvez. Et si vraiment il faut aller plus loin, eh bien, on réfléchira secondairement. Ce n'est pas une urgence de poser le diagnostic. Ce qui est urgent, c'est de traiter. Et l'avantage, c'est que le modami marche dans toutes les situations, sans des cas. Donc, même si vous n'avez rien compris, vous mettez du modami, du potassium, et ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments interférents cachés? Donc, on a vu les diurétiques, on a vu la réglisse, mais est-ce qu'il y a d'autres médicaments dont on ne se soupçonne pas là, lors des corticoïdes? Il y a une subtilité qui est réservée aux hématos et aux gens du SMIC, c'est le posaconazole et le litaconazole, qui sont des nouveaux antifongiques pas mal utilisés, qui font comme la réglisse. Donc ça fait des superbes pseudo-hyperidos. Donc, posaconazole, itaconazole. Tu vois, c'est pas très fréquent, mais en hémato, ils s'en servent énormément. Donc ça fait comme la réglisse. Et sinon, non, les corticoïdes à forte dose, bien sûr, mais ça, on sait. Il n'y a pas tellement de pièges qu'on ne connaît pas. C'est assez connu en clinique. C'est les diurétiques. Moi, j'avais retenu qu'on ne pouvait pas tellement surdoser en diffuca. Peut-être que je me trompe. Les capacités, le rein ne sait pas faire 0 caliurèse. Il sait descendre à 14. Non. En revanche, il est capable d'excréter une quantité de potassium phénoménale. Et donc, tu peux y aller. Si tu manges, tu peux faire une tentative de suicide au calorique, tu n'y arriveras pas. En revanche, attention, sauf les insuffisants rénaux, notamment en dessous de 32 DFG, qui ont des capacités altérées à excréter le potassium, et surtout, si ces mêmes insuffisants rénaux sont sous médicaments bloqueurs du SRA. Donc,
sera 2A, système rénine-angiotensine à aldostérone. C'est-à-dire que soit vous bloquez l'aldostérone par la spironolactone ou les IEC-RA2. Là, attention, combiner un DFG pas tout à fait normal, là, il y a un risque. Sinon, un sujet normorénal, vous pouvez lui donner tant que vous voulez du potassium. Il vaut mieux risquer d'en donner trop que pas assez. Pas pendant trop longtemps, parce que ça va abîmer l'estomac. C'est d'où l'intérêt, ce que je disais, de boucher la fuite. Il y a une question pour le modèle. On risque de basculer sur une hypercalémie, Une fois qu'on met du modamine, donc 5 mg matin et soir, on surveille quand même. C'est vrai que c'est un diurétique épargneur de potassium. On ne le met pas avec une consultation dans 3 mois. On surveille, par exemple, à 1 gramme dans une semaine, dans un mois. Si quelqu'un a une vraie fuite sous-jacente, vous ne basculerez jamais de l'autre côté. Et si vous n'avez pas très bien compris le mécanisme, c'était en fait un petit truc transitoire, il faut surveiller. Une patiente, comme je vous ai montré avec un adénome de Cône, vous pourriez lui en donner 4 par jour pendant 6 mois, elle ne fera jamais d'hypercalémie. Mais si le trouble sous-jacent n'était pas très sévère, vous pourriez basculer de l'autre côté. Donc, ça se surveille. Ouais. Oui. Vous avez déjà répondu à la question. Et quand est-ce qu'il faut vous adresser des patients? Parce qu'on a quand même beaucoup de patients chez Calémie, en consultation, en besoin, sont nouvelles. Alors, après cette conférence, plus jamais, puisque maintenant, faites ce nom. Non, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que vous nous appelez très volontiers et puis on discute. Soit on peut vous faire avancer, bien souvent, on peut vous faire débrouiller la situation avec un conseil, et comme ça, quand il sort de salle, c'est réglé. Et puis, si c'est plus compliqué, vous voyez le jeune de 20 ans, là, qui a les 2 cas de calémie, à ce moment-là, on programme et on le prend aux explorations fonctionnelles. Donc, voilà, vous nous appelez.